c'est pas juste de la technique les tournages, c'est énormément de social aussi, c'est beaucoup d'humain et donc du coup ça fait vraiment 50% du taf aussi. Mais je crois que ça m'est jamais arrivé de voir, même avec les gens les plus bienveillants sur un tournage, de voir quelqu'un, que ça soit le ou la réalisatrice ou n'importe qui, dire pensez au perchman. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des pilotes qui ont marché, qui ont été achetés et qui ont été produits pour faire la série après. Et on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas été rappelé quoi. Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité occupe un poste central dans la fabrication d'un film. Son travail demande précision et sensibilité aussi pour que chaque souffle, chaque bruit, chaque dialogue et même chaque silence compte à l'écran. Mathias Bresch, bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci. Très heureux de t'avoir avec nous. On va parler d'un métier finalement méconnu du grand public et ô combien crucial, puisque c'est de l'audiovisuel, ingénieur du son. Avant de revenir sur ton parcours, tu es venu avec un objet. Je te laisse nous le présenter. Du coup, comme je disais, rien de très original, mais un casque, un HD25. C'est le casque que j'ai depuis le tout début que je travaille et sans ça, on peut pas travailler en fait, tout simplement. Tout ce qu'on prépare, tout ce dont on fait sur un plateau, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir valider notre travail et symbolique assez importante, quoi. C'est un peu nos oreilles. Donc ça veut dire qu'avant de prendre le son, tu vas l'écouter avant? Oui, ouais, clairement. On vient tout vérifier avant d'enregistrer, si on a le temps, évidemment. Après, entre ce qu'on aimerait dans la vraie vie et ce qui se passe vraiment sur le plateau, c'est pareil, c'est modulable, quoi. Ça va faire partie de ces thématiques qu'on va aborder. Moi, j'aime bien commencer par la source, un peu à la racine, Mathias. J'ai lu que tu avais un diplôme d'un bachelor européen en ingénierie sonore, donc obtenu à Marseille. C'est à l'école des ateliers de l'image et du son. C'est ça. Au départ, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le son? Pourquoi le son? Ça a pas démarré avec le son même, ça a démarré avec le cinéma, tout simplement. J'ai fait une option cinéma au lycée, qui m'a clairement permis d'avoir mon bac à très peu. Et en fait, je pense que je viens d'une famille globalement assez cinéphile et j'ai plutôt j'ai énormément aimé en fait cette option cinéma et du coup en sortant du lycée j'ai tenté tant bien que mal d'aller dans cette direction-là, mais j'ai des parents qui sont profs. Ma mère et mon beau-père sont professeurs, donc c'était un peu compliqué de dire d'accepter que leur enfant aille dans le monde de l'intermittence. Du coup, j'ai fait un petit détour sur une prépa technique avant. Et après avoir validé mes 2 ans dans ce contrat familial, j'ai pu m'orienter vers une école, donc les AIS, pour pouvoir faire ce qui m'attirait, quoi. Pourquoi le son? À la base, l'image. J'ai toujours filmé énormément petit. Je suis quelqu'un d'assez archiviste. J'ai plein de vidéos depuis très longtemps. Et en fait, ma maman, elle est très forte, vu qu'elle est prof, elle m'a dit, avant de t'orienter vers cette école-là, tu vas faire des stages. Donc, j'ai pu avoir un stage sur un plateau de tournage, et c'est vrai que j'ai été intéressé par la prise de son, parce que je connaissais pas. Et le fait de pas connaître du tout ce métier-là, ça m'a... Et qu'est-ce qui t'a attiré lors de ce premier stage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre ensuite? C'est un peu particulier parce que du coup, quand j'ai commencé cette formation-là, je suis pas parti vers le son à l'image, je suis parti vers la sonorisation, donc le concert, parce que j'ai toujours énormément écouté de musique et l'idée de voir les salles de concert, de rencontrer les artistes, d'installer les instruments, de sonoriser une pièce pour un public m'intéressait énormément. Et j'ai commencé à travailler là-dedans. En fait, j'ai fait mes premiers cachets d'intermittent tout en étant à l'école, encore à l'école. D'accord. Là-dedans et globalement après j'ai dévié vers le son à l'image. Donc au cours de ces 3 années de formation, qu'est-ce que tu vas apprendre concrètement? Il y a le son, il y a l'image, qu'est-ce qu'on vous transmet? Je pense surtout la technique dans le son. Du coup il y a un tronc commun où on va voir la sonorisation, le studio, la post-production, la prise de son, tournage, tout ça. Et dans tous ces départements-là, on nous apprend vraiment la technique, quoi. Ça part de la connectique jusqu'au micro, voilà, vraiment la base. Mais après, globalement, c'est vraiment c'est quand on est livré dans la jungle professionnelle qu'on apprend vraiment le travail de manière dans le fond, quoi. Ouais, passer de la théorie à la pratique finalement. Qu'est-ce que tu as appris sur un tournage, justement, les premiers tournages qu'on t'a pas appris à l'école? Le social.
Le social dans un tournage, ouais. Bah, il y a des départements, il y a des gens qui sont plus privilégiés, qui ont plus de, parce que c'est eux qui participent à la réalisation, à tout ça, et il y a tout un contexte social assez important, et c'est vrai que c'est uniquement en faisant beaucoup de tournages qu'on comprend un peu comment la machine tourne et qu'on arrive à trouver sa petite place là-dedans. Donc ça, c'est sûr que l'école peut pas t'apporter ça. Et l'école ne peut pas t'apporter aussi la jungle de l'intermittence et de Pôle emploi. De comment ça se passe aussi, tout le côté juridique, tout ça. Qu'est-ce qui fait que c'est la jungle, justement pour reprendre tes termes, il y a quelles difficultés qu'on rencontre quand on se lance dans ce métier-là? Déjà, en tout cas pour quelqu'un comme moi, comment ça marche? Cumuler ses heures, les déclarer à Pôle emploi, même encore aujourd'hui, je comprends pas forcément les calculs de Pôle emploi, de comment on est rémunéré sur les indemnisations, les jours de carence, les nani, là. Tout ça, c'est vrai que c'est avec le temps, quoi. Quand on commence à travailler, on commence un peu à apprendre aussi toute la partie administrative et juridique de notre métier. Quand tu commences à travailler, que ce soit par des stages ou même des emplois rémunérés, est-ce que tu commences directement comme ingénieur son ou il y a des étapes? On commence assistant, puis après on devient ingé son? Si on parle uniquement fiction, cinéma, la vieille école, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est de monter les échelons. Donc c'est-à-dire être second, assistant, ensuite être premier assistant, donc perchman ou perchwoman, et devenir ingénieur du son. Si on parle fiction. Tu as commencé comme perchman, je crois. Moi, j'ai pris un peu tout à l'envers. C'est-à-dire, perchman, c'est à la fin, généralement ou... Non, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé tout de suite à pouvoir me financer une petite config son pour pouvoir prendre du son. Et je me suis lancé tout de suite dans ce truc de je fais tout. Dans peu importe, du docu, de la publicité, de la fiction, tout ça. Je suis assez téméraire et je suis plutôt fonceur. Je réfléchis pas trop non plus, des fois, ce qui peut être bien comme pas bien. Et donc, du coup, je suis allé assez vite, moi, dans mon parcours. Je suis encore loin d'être abouti dans tout ça. Mais c'est vrai que je suis vite arrivé derrière la console. Alors que normalement, plus de temps peut-être. Pour la vieille école, les choses changent. C'est vrai qu'il y a un peu des règles, en tout cas à Marseille. Ce qui n'est pas forcément le cas à Paris. Mais voilà, c'est pour ça que je dis jungle, c'est que c'est un monde dans lequel il faut pouvoir s'affirmer, c'est du réseautage, les gens te connaissent. Quand tu es jeune aussi, que tu débarques et que tu as juste un peu plus de la vingtaine et que tu te retrouves à prendre le son pour des projets où il y a beaucoup d'argent et que tu es clairement le plus jeune sur une équipe de tournage, bah, c'est un peu particulier. Donc il y a vraiment cette partie de se sentir légitime et être légitime aux yeux des gens. Ouais, concrètement, nous, on va mettre l'accent au cours de notre entretien sur le métier d'ingénieur son, même s'il y a des diversifications, bien entendu. Quand on est ingénieur son, toi en tout cas, comment est-ce que tu vis l'avant-tournage? Quel est ton travail en amont? Qu'est-ce que tu fais? Si on parle fiction, du coup, on va parler vraiment fiction, on parle que après fiction. on viendra parle sur cinéma, les docus, tout ça. Bah déjà, le projet, c'est quoi le projet? Le scénario, qu'est-ce qu'il en est? Avant de s'engager, on lit on lit pas forcément le scénario, parce que des fois, ça peut être confidentiel, mais globalement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on peut aussi se retrouver sur des tournages où, éthiquement parlant, on n'a pas envie de bosser pour ce genre de choses, ou pour cette histoire de cette manière-là, où ça nous plaît pas, on trouve que c'est de mauvais goût, ou quoi. Ou des fois on le fait parce que tout simplement on a besoin de travailler. Mais c'est vrai que le premier step, c'est vraiment lire un scénario et voir qu'est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut faire. Dès le scénario, tu penses au son, j'imagine. Par exemple, s'il y a beaucoup de dialogue entre des personnages, dans quel environnement on va tourner. Déjà, tout ça, tu le prends en compte, tu le notes? Ouais, globalement, tout de suite, quand on lit un scénario, en étant preneur de son, on pense à, par exemple, dès qu'on tombe sur une séquence où il y a 5, 6, 7 comédiens qui parlent et que les phrases sont alternées, on sait tout de suite qu'il y a un enjeu technique qui est assez important. Si en plus de ça, c'est en extérieur, c'est dans la rue à Marseille, si on nous annonce que cette séquence va être, on va déambuler dans une ville ou quoi, bah oui, tout de suite il y a des enjeux techniques et on pense à ça dès qu'on lit le scénario. Oui. Et aussi quand tu découvres le décor, le lieu de tournage, j'imagine. Ouais, clairement. Clairement, tout de suite. Le placement du micro aussi, tout ça, ça se réfléchit avant ou c'est plus spontané? On travaille beaucoup sur place, pas forcément qu'au son, mais c'est vrai que c'est quand on arrive le jour J, on a beau faire un travail en amont, surtout pour l'image, même pour l'image, au final,
tout est modulable le jour J parce que c'est au moment où on a vraiment les caméras posées, les comédiens avec les costumes, toute l'équipe technique sur le plateau, qui fait que tout va être modulable même au dernier moment. Donc il y a vraiment dans ce métier-là, il faut vraiment pouvoir s'adapter, improviser. Et c'est vraiment s'adapter, ouais. Ouais, c'est ce côté adaptabilité finalement qui peut être complexe en réalité parce que c'est-à-dire que toi tu prépares aussi un setup, il faut le dire, Ouais. avant le tournage pour des conditions de budget, etc. Est-ce que tu as le souvenir d'un projet en particulier, pas forcément que de fiction, puisque tu as aussi fait de la pub, du documentaire, où il a vraiment fallu t'adapter? En vrai, en tout cas moi pour ma part personnelle, on s'adapte tout le temps parce qu'il n'y a jamais assez de budget, il n'y a jamais assez de matos pour les demandes d'un ou d'une réalisatrice. Donc c'est toujours une question, on s'adapte tout le temps en fait. Particulièrement au son, pourquoi? Parce que le son, pour expliquer un peu comment ça se passe, on arrive sur un plateau, il y a une séquence qui va être tournée avec plusieurs plans. D'abord, il y a la réalisation qui va travailler le jeu d'acteur, la mise en scène. Après, il y a l'image qui va trouver les cadres. Il y a la lumière qui va être posée. Et nous, au son, en fait, on a dans ce département-là, on est très autonome. On travaille à côté. En général, on nous fait confiance. Et nous, on doit tout simplement trouver un peu l'espace quand les choses sont prêtes, parce qu'on peut pas travailler avant, parce qu'on a besoin de voir un cadre. On a besoin de savoir où est la lumière pour pouvoir placer ses micros, savoir où est-ce qu'on va se mettre, savoir qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement. Et c'est vrai que nous, en fait, pendant que tout s'installe devant nous, on essaie d'avancer le plus possible et le moment où eux sont prêts, faut qu'on soit prêt. Complètement, ouais, c'est une chorégraphie qui s'organise en fait. Ouais, nous on s'adapte à la chorégraphie qui se passe devant nous et on n'accorde pas forcément du temps pour le son. C'est comme ça qu'on travaille sur un plateau. Quelle est ta relation justement avec les réalisateurs, réalisatrices, les autres chefs de poste également? De quoi vous parlez? Avant un tournage, que ce soit pour un court-métrage ou un long-métrage ou quoi, ça arrive qu'on peut rencontrer le ou la réalisatrice et tout simplement savoir aussi quelles sont les attentes, quelle est la sensibilité de la personne pour ce projet-là. Globalement, généralement, comme je disais juste avant, en fait, après le jour J du tournage, le réalisateur ou la réalisatrice est tellement pris dans son travail et travaille énormément avec le ou la chef-op, fait que du coup, nous, on est à côté et on s'adapte et on a pour but de ramener le plus de matière sonore et de manière le plus qualitative, quoi, d'une manière la plus qualitative. Clairement. Il y a quand même quelque chose qu'on imagine peu ou qu'on soupçonne pas quand on regarde un film ou une série, c'est le côté physique de ton métier, mine de rien. On a parlé du côté perchman. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Comment tu te sens même à la fin de la journée? Oui, il y a une grosse part physique. Alors moi personnellement, parce que je réponds pour moi, j'ai toujours fait du sport et je pense que c'est voilà, au moins c'est plié quoi. Non, mais l'habitude de physique, ouais. Ça va. Et même pour quelqu'un qui n'a pas forcément une condition physique, c'est comme tout. Il y a un moment où évidemment on a mal aux épaules au début, mais après on s'adapte. Et ça dépend beaucoup de choses parce que quelqu'un qui va percher une scène où ça bouge énormément, où il se passe beaucoup de choses en termes de jeu et tout. On a beau avoir mal au bras, on est tellement connecté par le fait de bien timbrer son micro, de pas faire d'ombre, tout ça, que on n'y pense pas du tout. Par contre, si on se retrouve sur une scène à deux avec des longs monologues fixes où ça bouge pas, et donc du coup on est juste fixe et on bouge pas, là oui, ça peut commencer à piquer et on peut avoir un peu la tremblote. Moi, comment je le vis, moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là aussi, c'est qu'il y a cet aspect physique, il y a cet aspect de chorégraphie. Et c'est vrai que si je peux faire une petite anecdote là-dedans, c'est marrant parce que on est tellement indépendant au son, on est tellement autonome que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui tient une caméra à l'épaule, un steadicammer, beaucoup de machinerie ou quoi, il y aura toujours un mot au bout d'un moment, au bout de certain nombre de prises attention, pensez au steadicammer, faut qu'on aille vite parce que c'est lourd, nanani, nanana. Mais je crois que ça m'est jamais arrivé de voir, même avec les gens les plus bienveillants sur un tournage, de voir quelqu'un, que ça soit le ou la réalisatrice ou n'importe qui, dire pensez au perchman. Genre, on est vraiment un métier fantôme pour les gens, les moldus qui sont pas de ce monde-là, mais aussi pour le plateau même. On travaille en autonomie complète, quoi, à côté. D'accord. Généralement, tu es accompagné de combien d'assistants? C'est-à-dire?
ingé son, tu peux avoir des assistants ou est-ce que c'est comme un chef opérateur Dans un monde utopique, dans le meilleur des mondes, et normalement, ce qui est censé être le cas pour bien travailler, on est 3 du coup, un ingénieur du son, un perchman et un assistant son. Généralement, on se retrouve que l'ingénieur du son et le perchman. Et pour des courts-métrages où il y a pas vraiment de budget ou quoi, c'est très courant d'avoir l'ingénieur du son qui fait tout, quoi. Donc dans ce cas-là, on a un harnais avec un recorder et on perche et en même temps on module ce qui est en train de se passer devant nous, quoi. Ouais, clairement. Bah justement, tu me fais la transition parce que quand il y a des scènes de dialogue, tu as face à toi les acteurs, tu as amené le casque aujourd'hui. Parlons de cette qualité d'écoute, finalement. Est-ce que toi, tu es concentré sur les dialogues ou sur la scène globalement? Quand tu as le casque, tu es le plus attentif à quel son? Moi, je suis concentré sur les dialogues et le global. Après, tout est relatif parce que ça dépend du temps qu'on a. Mais c'est vrai que globalement, quand on commence, l'idée, c'est juste de ramener une matière sonore qui est propre, avec un beau timbre sur les voix, les dialogues, et dans une acoustique la plus propre. Après, oui, dans l'idée, on va, quand on a vérifié que chaque piste, chaque micro pour chaque comédien, et que la perche ou même les 2 perches, parce que des fois ça arrive, tout sonne bien. L'idée, c'est d'en faire un rendu global propre et qualitatif. Tout ça, ce qu'on appelle le mix en fait, pour que la post-production image puisse travailler avec ce pré-mix qui est fait le jour J du tournage, puisse travailler son image avec ce son-là et que ça soit agréable pour... Complètement. Parce que j'ai noté aussi que durant ta formation, tu as également travaillé dans la post-production. Donc c'est là où la palette est large, donc tu fais pas juste la prise de son, il t'arrive aussi de faire le mixage. Oui, à petite échelle. C'est quel exercice pour toi quand tu le fais? La post-production, c'est un peu la partie la plus artistique, on va dire, parce que c'est nous, les preneurs son sur le plateau, on est là pour ramener une matière sonore la plus fidèle et la plus propre à la post-production, pour que eux ensuite ils aient suffisamment de matière propre et fidèle du coup à ce qu'on a tourné le jour J, pour pouvoir ensuite moduler comme ils veulent. Selon la demande de le ou la réalisatrice. Et donc du coup, c'est ce qui va permettre de vraiment travailler correctement pour ça. Donc du coup, la post-production, c'est vraiment la partie artistique en fait, où tu vas pouvoir te permettre d'accentuer, d'atténuer, d'embellir l'image. Ah, c'est une phase importante. Est-ce qu'on peut sauver des sons au mixage ou il y a des choses qui sont complètement irrécupérables? Alors ça, c'est un grand débat. Parce que aujourd'hui, faisons-le. Aujourd'hui, on arrive dans une ère où moi-même, je pense à une reconversion plus tard, parce que je pense que dans quelques années, et peut-être que je me trompe et je l'espère, avec l'arrivée de l'IA et tout ça, on aura, je dirais pas plus besoin de nous sur le plateau, je parle, mais du moins l'aspect intéressant de notre métier va disparaître. On va juste devenir, a priori, des preneurs de son témoins. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, on est capable de tout recréer. C'est-à-dire que on a un peu tous vu, on est capable de recréer la voix de Morgan Freeman, par exemple, complètement, sans même que lui il soit passé derrière un micro. Donc moi, ça m'est arrivé maintenant sur des plateaux où en fait, on a besoin dans des studios de vent dans les cheveux des comédiens. Donc on ramène des gros ventilateurs parce qu'on veut qu'il y ait plus d'air sur ce studio. Sur ce décor-là qui est censé être en extérieur. Et donc du coup, c'est la post-prod qui donne l'autorisation parce qu'ils disent c'est pas grave s'il y a ce gros bruit de moteur pendant les prises, parce qu'en post-production, on est capable de tout dénoiser, de tout enlever, sans même que les gens remarquent quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vrai que nous, à la base, les preneurs son, quand on arrive sur un décor, c'est ça aussi l'aspect intéressant de notre métier, c'est d'aller pouvoir atténuer un maximum de sons parasites pour pouvoir amener une matière la plus qualitative. Aujourd'hui, au stade où on en est aujourd'hui, dans 5-10 ans, à mon avis, je sais pas comment ça va évoluer. Il y a une vraie inquiétude, je sens. Ouais, clairement. Un danger face à l'intelligence artificielle, qui a aussi des bienfaits, mais là, en l'occurrence, évidemment, pour des métiers comme les tiens, c'est clairement. On active les warnings. C'est vrai que du coup, moi, j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec plein de gens du milieu, et ce qui est revenu, c'est par exemple, oui, mais du coup, en post-production, ça va être dingue ce qu'on va pouvoir faire. Oui, certes,
Mais sauf que moi, à la base, je fais pas de post-production. Moi, à la base, je suis preneur son. Et même si la post-production me plaît énormément, rester derrière un ordi assis toute la journée, pour moi, c'est pas quelque chose qui est faisable pour moi. Bien sûr. Et du coup, m'orienter vers ce nouveau milieu-là, pour moi, c'est clairement changer de métier. Clairement. Avant de commencer cette deuxième partie de ton lien avec la cité phocéenne, une petite question qui est toute simple. C'est en préparant cette interview, j'ai vu que pas mal d'ingénieurs son n'aimaient pas qu'on les appelle ingénieurs son par rapport à l'appellation, l'anglicisme en tout cas. Quel est ton point de vue là-dessus? On t'appelle comment? Moi, ingénieur du son en général, mais moi non plus, j'aime pas trop. Pourquoi? Pourquoi il y a cette... Pourquoi? on n'aime Parce pas que déjà, je suis pas ingénieur. Il y a des gens qui ont fait 8 ans, peut-être 8 ans d'études pour avoir le statut d'ingénieur. Moi, j'ai fait 2 ans de formation, c'est tout. Donc, bon, ça, c'est une question de légitimité. Mais après, preneur son, je trouve ça bien. Parce qu'ingénieur du son, on en revient au fait qu'il y a un assistant, un perchman, un ingénieur du son, et c'est celui qui a le casque, qui est le chef, et qui a la responsabilité du plateau. Globalement, on travaille tous pour la même chose. On est dans le département du son. Et moi, je préfère dire on est des preneurs de son. Je trouve ça, c'est peut-être moins beau, moins classe, mais... plus cohérent peut-être. Peut-être plus cohérent et D'accord. plus humble. Très bien. Non, mais c'est aussi ça, Cinéma Cilia, c'est qu'on donne les bonnes définitions. Avec Sylvain Freyens, il nous disait, je préfère qu'on dise directeur de la photographie, par exemple. C'est pas pareil que chef opérateur. Donc là, c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport à l'ingénieur son. Les vrais termes techniques, c'est chef opérateur du son, chef opérateur de l'image. Donc, si on parle de contrat, ce qui a marqué voilà, sur nos ça permet un peu de clarifier ça. Dans cette deuxième partie, on va parler de Marseille, puisque j'ai noté pas mal de projets que tu as fait dans la cité phocéenne. Il y a eu Tcheksa, qui raconte autrement les quartiers populaires de la ville. Il y a eu aussi le documentaire Capo Resto Cassim sur le rappeur Alonso, La Cité des Minots. Quelles expériences elles ont été ces projets pour toi à Marseille? Bah, les 3 projets, déjà Tcheksa, il y a eu beaucoup d'épisodes. Moi, j'ai participé à qu'un épisode sur une longue série. Donc voilà, juste histoire de replacer un peu le truc. Ces 3 projets-là que tu me cites ont été complètement différents au niveau de l'ambiance, en fait. Tout projet est différent, toute équipe est différente. Après, c'est quoi exactement C'est de savoir un peu si tu as des anecdotes, des images qui te reviennent de ces tournages en particulier. Par exemple, Tcheksa, même si tu as fait qu'un épisode, c'était donc dans les quartiers de Félix Piat, si je ne m'abuse, celui auquel tu as participé. Là, c'est quel bruit que tu as réussi à capter là-bas? Les bruits du quartier, quoi. Les bruits ambiants du quotidien. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal dans les quartiers nord, notamment Fond-Vert, et d'autres endroits. Et c'est vrai que, pour le coup, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a de la vie. Et en tant que preneur son, quand on cherche à faire des ambiances en stéréo avec une vraie spatialisation et tout, il y a de la vie. Les gens sont dehors, ça bouge. Marseille de manière générale, hein, pour être honnête, mais... On associe souvent Marseille à la lumière en termes d'image. Au niveau du son, quel bruit la caractérise vraiment, la ville de Marseille, selon toi? Les cigales, bien sûr. Eh oui, forcément. Non. Ça dépend, en fait. Marseille, il y a la ville, il y a les calanques, il y a la nature, il y a plein d'endroits. Hein. J'habite dans le centre-ville, j'ai envie de te dire le trafic. Ouais, le trafic. Aussi, ouais, clairement. Il y a du bruit, il y a les marchés, tout ça, mais c'est vrai que c'est une ville qui est bruyante. Ouais, clairement. Marseille. Alors quand tu parles des cigales, c'est quand même quelque chose qu'on a envie d'éviter sur les tournages, non? Parce que ça impose un bruit important. Ouais. C'est difficile à gommer en plus, il me semble-t-il, au montage et mixage. Donc c'est mieux quand il n'y en a pas. C'est technique, ouais, pour la post-production, les cigales, c'est un peu un enfer. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui font vraiment de la post-prod, qui sont vraiment calés dedans, ils vont me dire, on est capable de tout enlever. On est capable de tout recréer aujourd'hui, même si on n'a rien. Donc c'est sûr, c'est plus un problème. Mais c'est vrai que moi, mes premières années en tant que stagiaire, sur des tournages comme Camping Paradis par exemple, on se retrouvait les stagiaires avec des pistolets à eau et juste avant les prises à tirer sur les arbres pour faire enlever les cigales qui sont autour de la zone de tournage pour descendre de quelques décibels ce qui rentre dans les micros. Et ça marche. Voire même des gens avec des grands balais en train de taper dans les arbres. Ça marche, on va dire que ça ramenait un bonus, un truc D'accord. plutôt bien. Quoi. Alors, ça descend pas mal de ouais, clairement. J'ai plus les mots, pardon. Quand son quotidien, c'est le son, c'est de capter les ambiances sonores, est-ce que tu as envie parfois d'avoir des moments de calme, justement? Et si oui, comment est-ce que tu les trouves? Pendant les journées de tournage, tu parles? De tournage ou dans ton quotidien, puisque je sais aussi que tu fais un peu de la musique dans ton temps libre.
Donc, Ok. à chaque fois, il y a quelque chose dans l'oreille. Est-ce que tu as parfois envie de ne rien entendre? T'es bien renseigné. Oui, et je pense que moi, je me suis rendu compte que il y avait un moment assez important, assez majeur, en tout cas pour moi, sur des tournages. On parle toujours fiction, évidemment. Mais quand on tourne beaucoup toute la journée et que c'est tout le temps bruyant, et notamment pour nous qui avons un casque ou avec plein de micros qui rentrent dans le casque, tout ça, et même pour les gens, les autres techniciens, les autres départements, les moments où on va faire des sons raccords, en fait, des sons ou des ambiances du lieu, des moments où on demande du silence, où tous les techniciens se retrouvent pendant minimum 2 minutes au milieu du plateau, comme ça, avec donc c'est pas, il y a pas d'image, il y a que du son qui est en train d'enregistrer et que plus personne doit faire un bruit. C'est un moment qui est toujours un peu drôle, mais c'est vrai que je trouve que c'est un moment qui est quand même super important parce que c'est le moment où tout le monde se met en pause pendant minimum 2 minutes en termes de son, en termes de mouvement. Et donc du coup, je trouve que c'est super récupérateur en fait. Et les gens se rendent peut-être pas compte sur le plateau, mais ça fait du bien en fait. Un tournage c'est quand même intense. On est toujours en train de courir, on court après la montre. Et donc du coup, ces 2 minutes là minimum de son d'ambiance, de son raccord, où on est obligé de tout arrêter sur un plateau, c'est super agréable. Est-ce que tu as déjà eu un projet où on t'a demandé de capter le silence? Il y a une scène ou Ouais. autre, et comment on arrive à le capturer, le silence? Avec un micro, Tout naturellement. tout simplement. Non, un silence. Parce que là, il faut être encore plus attentif au fait qu'il n'y ait pas de bruit, Ouais. finalement. C'est pour ça qu'un silence complet, c'est pas possible, mais c'est aussi ce qu'on cherche. C'est la nature, l'identité du lieu. Si là on arrête de parler, on entend que là ça souffle. Peut-être que si on arrête de vraiment parler, qu'on enlève la ventile ici, on va peut-être même entendre le trafic, malgré le fait que les fenêtres sont super bien insonorisées. Il y a tout, il y a du son de partout dans une pièce, même pas forcément d'humain. Tout est son. Tout est son, ouais, finalement. Avant d'entrer dans le climax de cette émission, Mathias, faire un petit point emploi, si je me permets, c'est pour celles et ceux qui voudraient faire ce métier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en école de cinéma et qui sont intéressés par les métiers du son. Est-ce que tu peux leur dire s'il y a de l'emploi à Marseille? Est-ce que c'est facile de travailler dans la région ou pas? Ça l'est de moins en moins, j'ai l'impression. Après, De moins en moins? Ouais, je fais l'ancien là, mais moi ça fait que 8 ans que je travaille. Certes, il y a de plus en plus de projets à Marseille, parce que Marseille, the place to be maintenant, et ça devient vraiment, c'est en train de s'affirmer dans le monde du cinéma. En revanche, il y a de plus en plus de monde aussi, et de moins en moins d'argent pour la culture, et de plus en plus de catastrophes dans le monde. Donc du coup, sans partir trop loin, je suis pas sûr qu'on arrive aujourd'hui dans une nouvelle dynamique où il y a vraiment beaucoup de travail pour tout le monde. Mais est-ce qu'on privilégie les talents locaux, les Marseillais, Non. pour les tournages marseillais? Non. C'est quelque Non. chose que tu as expérimenté justement Ouais, nous on nous appelle pour des pilotes, que ce soit des prods parisiennes ou d'ailleurs, hein, qui descendent à Marseille parce il fait beau et parce que Marseille c'est joli, et parce que Marseille est à la mode. Je vais pas citer de nom, mais si par exemple on tourne un court-métrage avec peu de budget, voire quasiment pas de budget, et que ce court-métrage a des récompenses énormes, et que la personne qui est même issue de Marseille a la possibilité de signer un long, et que des producteurs décident de produire le long-métrage maintenant et d'aligner vraiment un chèque. En général, c'est des productions qui sont de Paris, forcément, parce que l'argent est toujours globalement là-bas. Et même si le réalisateur ou la réalisatrice est issu de Marseille, et c'est important pour ça, il n'aura pas vraiment le choix, ou du moins très rarement, je pense, de pouvoir décider qui va être pris dans l'équipe technique pour faire ce long-là. Nous on mange les miettes, en général à Marseille, sans être trop pessimiste. On va faire les préliminaires d'un projet, et quand le projet se concrétise, en général, je dis Paris, mais ça peut venir d'ailleurs, descend chez nous pour pouvoir faire le projet. Ouais, je vois très bien, ouais. C'est dur à encaisser au début. Ouais, beaucoup de frustration, forcément. Mais c'est comme ça, hein. C'est pour ça aussi que. Enfin, nous, on a le soleil et les pas eux. calanques. En quelque sorte. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des pilotes, rémunérés ou pas.
et qui ont marché, qui ont été achetés et qui ont été produits pour faire la série après. Et on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas été rappelé, quoi. C'est arrivé plusieurs fois. Alors que Donc tu c'est devais être vrai engagé sur le projet? bah, il y a toujours cette énergie de les gars, on est ensemble, si ça marche, Cette promesse. on vise le long, c'est toujours pareil. Mais même si la personne, le réalisateur ou la réalisatrice qui gère ce projet-là, ou même les dires de prod marseillais, ont envie de ça, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On sait que c'est eux qui ont le mot final en général. Ouais, souvent. Et justement, avant de conclure, là, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant pour celles et ceux qui veulent se lancer. Il y a forcément les premiers projets bénévoles. Mais à quel moment il faut dire stop au projet bénévole et dire à partir de maintenant, il y a une rémunération? Parce que ça peut aller très vite. On peut vite enchaîner les projets gratuitement, etc. Et au final, Je sais pas. Parce que moi, j'ai commencé avec beaucoup de projets bénévoles et aujourd'hui, j'en fais beaucoup encore. Et je pense que il y a ce truc où on accepte. Moi, mes amis qui sont pas du tout du milieu, quand je leur dis ouais, je viens de faire une semaine bénévole à un, ils sont un peu, ils me disent mais tu fais encore des projets bénévoles. Je pense que ça fait culturellement partie aussi de notre milieu à nous. Métier de passion, oui, certes, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on crée des projets et que faut pas juste qu'on parle tout le temps argent. Et moins il y a d'argent, plus l'ambiance est incroyable sur un tournage en général. Mais oui, il y a des limites quand même aussi. C'est vrai qu'on vient toujours gratter plus. Là où c'est le moins OK pour moi, c'est plus la répartition en fait. Qu'on fasse un projet bénévole, OK, mais dans ces cas-là, il faut que tout le monde, personne ne soit payé ou tout le monde soit payé au juste titre, bien au sûr. même prix, que tu sois comédien, que tu sois régisseur, que tu sois peu importe, et que l'image et le son aient autant d'assistants pour travailler. Clairement. On arrive à la fin de cet entretien, Mathias, et chaque échange a son dernier acte. Mais avant ça, je te propose un tour d'horizon de tes prochains projets. De quoi tu peux me parler? Lundi, j'attaque une semaine de court-métrage rémunéré au SMIC, annexe 3. 96 € brut pour une journée déclarée 8, mais on va en faire 12 ou 14 parce que c'est à 1 heure de Marseille. Donc, mais c'est un très beau projet d'un réalisateur turc. On peut se renseigner quelque part sur les barèmes, sur les forfaits Les grilles de financiers, salaire. oui, les grilles de salaire. Oui, il y a des grilles salariales qui sont, c'est des conventions en fait qui sont imposées techniquement aux D'accord. productions qu'on peut retrouver sur Internet, qui sont dédiées pour la pub ou pour le cinéma ou pour le documentaire. Après, ça dépend qui veut les respecter ou pas. Complètement. Bah, en tout cas, on les partagera dans Cinéma Cilia. On va conclure avec 3 dernières questions. Mathias, t'es prêt? Dis-moi tout. Quel est le son de ton enfance? Waouh. Le son de mon enfance. En vrai, peut-être cliché, mais c'est de là d'où je viens, donc la mer et les cigales. Ouais. La mer et les cigales. Qu'est-ce que tu as encore envie d'apprendre dans ce métier? Quel type de tournage tu as envie d'expérimenter? En termes de quoi, pardon? Par exemple, dans la fiction, faire de la science-fiction, du film d'horreur, là où le son prend toute sa place, justement. Je pense à un film comme La Zone d'intérêt qui est 100%, qui est quasiment consacré au son. Est-ce que c'est des challenges qui te motiveraient? Moi, je suis motivé par tout, hein. En vrai, Voilà. que ça soit du film d'auteur, du film d'action, c'est pas juste de la technique, les tournages, c'est énormément de social aussi, c'est beaucoup d'humain, et donc du coup, ça fait vraiment 50% du taf aussi. Donc tant qu'il y a une belle ambiance et que ça joue bien aussi, parce que c'est super important de voir des comédiens bien jouer, c'est là où tout prend son sens dans notre métier aussi, dans ce qu'on aime faire. Et banco, hein. Je suis pas limité à quelque chose. Couteau suisse. Si cette émission devait avoir un son, ce serait lequel? C'est technique comme question, ça. Je pense, je verrais bien un petit jingle un peu sympathique qui permet de donner un peu un leitmotiv à l'émission, une DA. Voilà. Eh ben écoute, on transfère aux équipes des impatients. Mathias, c'était un vrai plaisir de t'avoir dans Cinéma Cilia. Et ici, chaque invité laisse une petite empreinte. Donc je vais te décrocher notre logo. Et tu vas nous y mettre ta petite signature, une inspiration, un mot. C'est gentil, merci. Pour laisser une trace indélébile de ton passage sur ce fauteuil. Okay. Let's go. J'ai grave l'impression d'être une rosta, alors que pas du tout, quoi. Mais si, chez nous, tout le monde est le bienvenu à partir du moment où les parcours sont, comme les tiens, passionnés. Voilà, magnifique. Avec un petit cœur en plus.
Toujours, hein, l'amour, avant tout. Merci beaucoup Mathias, plein de réussite pour tes prochains projets, plein de sons à Merci à entendre toi. et des nouveaux j'espère. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis pour ce 7e numéro. On était avec Mathias Brech, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas le contacter pour vos projets futurs à Marseille et un peu partout en France. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre Facebook, Instagram, TikTok, c'est très important pour nous. Comme ça, on peut continuer à recevoir des invités de cette qualité et faire perdurer l'émission. Merci à toutes et à tous et à très vite.